On poursuit ce Lex Inside, on va parler emploi des sportifs. Quelles sont les particularités d'embauche avec mon invité Jean-Jacques Bertrand, associé du cabinet Bertrand et Associés. Jean-Jacques Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de l'emploi des sportifs, des particularités d'embauche. Tout d'abord, quels sont les principaux types de contrats utilisés pour l'embauche des sportifs? Alors on va essayer d'être concis, mais il y a une liste quand même de différents contrats. Le premier qui vient à l'esprit, c'est le contrat à durée déterminée. Je dis bien c'est un contrat de travail, mais à durée déterminée. À ce contrat à durée déterminée, qui peut être un contrat de joueur du reste, ou pour la formation un contrat d'aspirant ou apprenti ou de stagiaire, ce sont des contrats de travail, aussi à durée déterminée. Et vous avez une convention de formation, c'est un deuxième type de convention qui n'est pas un contrat rémunéré, mais qui est un pré-engagement vers la voie professionnelle. Vous avez également le contrat indépendant, c'est-à-dire un sportif, un tennisman par exemple, qui peut avoir une convention avec un club pour une compétition particulière. Vous avez des contrats également de sportifs de haut niveau, qui sont des contrats conclus par la fédération avec son sportif, qui sont rémunérés. Vous avez des contrats d'agents, qui sont des contrats par lesquels le sportif va engager un agent, mais qui est lié à son activité professionnelle. Vous avez également des contrats, on en parlera peut-être plus tard, d'aménagement d'horaire, d'emploi ou d'insertion professionnelle, qui sont d'une nature particulière. Et vous avez encore des contrats d'image, qui sont là aussi particuliers au monde du sport, et des contrats de sponsoring, vous voyez qu'il y a une liste assez longue, qui sont un peu plus large que le contrat d'image type, qui, lui, de toute la liste que j'ai citée, il faut savoir qu'ils sont tous visés par le Code du sport, à l'exception du contrat de sponsoring proprement dit. Tous les autres sont visés à un endroit ou un autre du Code du sport. Bon, Voilà on voit une que liste assez longue mais précise des différents contrats possibles. Donc, on voit effectivement qu'il y a un nombre de contrats assez important. On va s'intéresser au CDD, puisque c'est Contrat de le base. contrat de base. Voilà. Pourquoi il est privilégié dans ce secteur? La loi qui a le contrat spécifique, il a un terme. D'abord, il est exorbitant du CDD classique, de droit commun, puisqu'il a une durée qui peut dépasser, même renouvellement compris, la durée de 18 mois qui est prévue pour les CDD ordinaires. Et il a pour objet, indique la loi, de protéger également le sportif et la régularité des compétitions. D'accord. C'est-à-dire qu'on va parler, on va le dire à durée déterminée, parce qu'on va raisonner essentiellement en termes de saison. Qui dit saison dit durée déterminée, et généralement d'un an par saison. Donc ces contrats sont très spécifiques. Ils ont sur la forme des obligations particulières, et s'ils ne les respectent pas, ils peuvent être requalifiés de contrat à durée indéterminée. Alors justement, vous évoquez la forme. Quel est le formalisme à respecter en général? Alors il y a un nombre d'exemplaires qui est de 3. Il y a des dispositions précises qu'on trouve dans la plupart des contrats du reste, mais qui sont rappelées expressément. Il faut rappeler expressément la nature du contrat que c'est. Autrement, le risque, c'est une requalification, comme je viens de l'indiquer, en contrat à durée indéterminée. Et vous avez la remise du contrat aux joueurs, aux sportifs, on va dire, dans les 2 jours de sa signature. Alors vous avez évoqué tout à l'heure les conventions Et ils d'insertion. sont homologués, excusez-moi. Bien La sûr. particularité, c'est que des contrats, très souvent, sont homologués par les fédérations. C'est une particularité également de cette nature de contrat. Alors autre sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est les conventions d'insertion professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Alors, les conventions d'insertion professionnelle qu'il faut mettre en parallèle des conventions d'aménagement d'emploi. Parce que les conventions d'insertion professionnelle concernent les entreprises de droit privé et les conventions d'aménagement d'emploi, qui sont de même nature, visent les entreprises publiques. Mais ce sont des conventions qui sont convenues par le ministère, qui sont visées par le ministère et qui sont conduites avec les entreprises, d'autorité publique ou pas, directement. Ce sont des aides apportées aux entreprises pour permettre de compléter, pour permettre une rémunération, on va dire, totale au sportif qui va avoir un aménagement de temps de travail pour son entraînement, ses compétitions notamment. D'accord. Et quel est le contenu de cette convention? Alors le contenu, c'est justement d'indiquer de façon précise, et pour la formation du sportif, et pour son temps d'activité au titre de son activité sportive et au titre de l'entreprise pour laquelle il travaille, tout ceci va être intégré dans cette convention. Alors un autre point important, est-ce qu'il y a des aménagements qui peuvent favoriser l'apprentissage chez les sportifs de haut niveau? Alors l'apprentissage, ça rentre dans le cadre de la formation du sportif de haut niveau.
soit il va être professionnel, salarié, soit il va être indépendant. Un tennisman, par exemple, n'a pas un contrat de travail. Certains en ont avec des clubs, mais pour faire son activité proprement dit. Par contre, un footballeur, lui, va avoir, pour sa formation, toute une phase de progression, passant par un premier contrat d'aspirant ou d'apprenti, puis un contrat de stagiaire, avant de signer un contrat professionnel. Les 2 premières conventions étant chapeautées par une convention de formation dont l'objet c'est pas un contrat de travail, mais c'est un engagement du club de fournir cette formation particulière aux sportifs, formation scolaire et formation sportive bien évidemment, et de déboucher sur une obligation pour le sportif de signer un contrat professionnel si le club lui propose. D'accord. L'idée, c'est de l'accompagner dans sa formation pour après l'embaucher, c'est ça? C'est plus qu'accompagner, c'est vraiment former. Hein. Former, ils sont à temps plein et en formation scolaire et en formation sportive dans les clubs, détachés auprès avec des conventions avec des lycées et autres, pour que justement, lorsqu'ils vont être professionnels, ils ont cet engagement obligatoire si le club leur propose de devenir professionnels. Autrement, ils ont libre d'aller, bien sûr, poursuivre leur carrière comme ils l'entendent. Alors, vous avez rappelé tout au long de cet entretien les particularités d'embauche des sportifs. Quelles sont les bonnes pratiques en la matière, puisque vous avez rappelé l'ensemble des contrats? Quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête quand on embauche des sportifs? Alors, il y a deux versions. Il y a quelles sont les bonnes pratiques pour le sportif et pour le club. Donc, je pense que là, c'est la nature même d'un contrat, c'est de le discuter et que chacun se sente protégé par les conditions qui vont être fixées. Car il ne faut pas non plus tomber dans un contrat qui va être un peu léonin au détriment du sportif, ou à l'inverse, qui va donner trop de liberté au sportif lui-même. Donc il y a un équilibre à trouver dans une rédaction spécifique qui va protéger l'un et l'autre suivant les objectifs qui sont poursuivis. Alors vous conseillez de nombreux sportifs. Qu'est-ce que vous remarquez dans les pratiques justement? Dans les pratiques, je remarque que les sportifs ne font pas suffisamment attention à la lecture de leur contrat. C'est un peu plaider pour sa paroisse en disant ça, mais ça veut dire qu'il faut quand même faire appel à des professionnels. Il n'y a pas que 2 clauses dans un contrat, une durée, une rémunération, par exemple, qu'il s'agisse d'un contrat d'image, de sponsoring ou de travail. Il y a aussi d'autres dispositions sur les litiges, la nature, les compétences judiciaires qui vont être fixées, arbitrales éventuellement, et les obligations de part et d'autre qui vont exister. Il y a vraiment une spécificité, une lecture particulière à avoir de tous ces types de contrats. Vous avez évoqué tout à l'heure les contrats de droit à l'image. C'est des spécificités qu'on a, par exemple, sur des sportifs de haut niveau. Comment ça se discute, ces aspects contractuels? Alors, vous avez... Le contrat d'image est un contrat, il y a 2 natures. Il y a celui qui est prévu par le Code du travail, le Code du sport, excusez-moi, qui, justement, vient indiquer précisément que lorsqu'un sportif a un contrat dit d'image avec son club, qui est par ailleurs avec son employeur, il y a une possibilité, dans certaines limites, je ne rentre pas dans les détails, de pouvoir convenir ce type de convention sans que ce soit un contrat de travail. Et puis vous avez le contrat de sponsoring qui, lui, va avoir une notion beaucoup plus étendue de l'image, puisqu'il va faire, normalement, le sponsor ou le partenaire va s'attacher à vouloir utiliser ou exploiter tous les droits de la personnalité du sportif. Donc il y a 2, et là on est en dehors d'un contrat, il faut veiller, en dehors d'un contrat de travail, il faut veiller justement dans la rédaction qu'il n'y ait pas un lien de subordination dans ce type de contrat pour que ensuite un contrôle URSSAF par exemple vienne vous retoquer votre contrat pour dire que c'était un contrat de travail. Mais il y a des dispositions tout à fait particulières. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a vraiment des particularismes auxquels il faut veiller dans ce type de contrat. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Jacques Bertrand. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes associé fondateur du cabinet Bertrand et Associés. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du paquet Omnibus.